Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au rendez-vous des TIC de ce jeudi 30 avril 2015. Alors pourquoi on a choisi l'impression 3D ce matin? Pourquoi on vous parle d'impression 3D? Eh bien je vais commencer comme Steve Jobs parce que c'est une révolution. Une révolution pourquoi? Parce qu'il y a trois transformations majeures. Un, ça transforme la manière de produire. Ça transforme la manière de concevoir un produit et ça transforme la manière de consommer aussi un produit. Alors là je vais vous montrer quelques images. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une photo de votre enfant et vous pouvez faire une figurine en impression 3D. Il y en a qui parlent d'impression 3D de maison, il y en a qui parlent d'impression 3D d'organes, d'autres de meubles, voire de pizza. Alors ici, c'est le système d'impression d'une pizza. Alors bientôt, peut-être qu'on pourra imprimer une pizza ou de la viande, peu importe. C'est une révolution et elle n'est pas récente, qu'elle date des années 80, on en parlera tout à l'heure. Mais par contre, il y a une nouveauté, c'est qu'elle est de plus en plus accessible. L'année dernière, j'ai fait le même rendez-vous sur l'impression 3D. Je disais, regardez, c'est pas cher, c'est 800 euros. Cette année, c'est presque 400 euros. Chaque année, on a des prix d'imprimantes qui baissent et on le voit très simplement dans ce graphique que je ne commenterai pas plus, mais on voit que le prix en quelques années a chuté. Ça devient de plus en plus accessible pour des TPE, pour des PME, pour des PMI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut réfléchir sur comment on peut l'intégrer parce que ça peut être potentiellement un facteur différenciant et vous pouvez prendre des avantages concurrentiels en utilisant ces technologies. C'est pour ça qu'on fait ce rendez-vous ce matin à la CCI Marseille-Provence. Aujourd'hui, au menu, on va avoir 4 points. L'impression 3D, la fabrication additive, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, on expliquera un peu le concept. Les usages de l'impression 3D, quels sont les intérêts business qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on entend par utilisation? On pense beaucoup prototype, mais il n'y a pas que. Quelles sont les technologies et les procédés disponibles? Donc là, vous saurez tout sur la stéréolithographie, le fil fondu, etc., etc. Et enfin, si je souhaite me lancer, si je souhaite utiliser ce type de matériel, ce type de technologie, quelles sont les questions à me poser? Je ne suis pas seul pour présenter ça. J'ai fait appel à un expert local du sujet, qui est Olivier Mismizis, qui est le PDG d'Imolize. Et je ne vais pas aller plus loin, je vais le laisser se présenter et présenter son entreprise. Et c'est lui qui apportera toute cette expertise sur cette technologie. Oui, bonjour Thomas. Moi je suis donc le représentant d'Imolize, qui est une société donc à vocation du conseil d'accompagnement et de fabrication rapide en fait sur les Bouches-du-Rhône et de façon plus large aussi. On essaye donc d'importer cette technologie au plus près des TPE, des PME, de la rendre accessible à tout le monde et de montrer qu'aujourd'hui on peut produire vite, on peut développer vite, on accélère l'innovation. Tout va très vite et on n'a pas besoin d'être une très grosse entreprise pour pouvoir aller être innovant et aller de l'avant. Donc aujourd'hui, on a proposé cette formation qui va vous permettre d'avoir un point de vue global sur tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on peut faire de façon concrète, sans langue de bois. Je suis lié à aucun fabricant, donc ce sera en toute transparence. Et on pourra faire le point sur un peu toutes ces technologies que regroupe la fabrication additive. On commence par le premier sujet, l'impression 3D, la fabrication additive. Vasisdas, qu'est-ce que c'est? Alors la fabrication additive, donc c'est en opposition à la fabrication soustractive qu'on connaît tous depuis les années 1800 ou voire avant, qui est en fait l'usinage, hein, c'est-à-dire on prend un bloc de matière, une fraiseuse et on retire de la matière. Donc perte de matière, des coûts plus ou moins élevés en fonction du matériau qu'on travaille, et l'innovation, on va dire entre guillemets, de l'impression 3D, qui est un peu la vulgarisation du concept de fabrication additive, c'est qu'on part dans la fabrication additive d'un niveau 0, c'est-à-dire d'une plaque vide, et on dépose uniquement la quantité de matière qu'on a besoin. Et en fait, on dit que c'est du layer par layer, c'est-à-dire qu'on fait des couches par couche. On met une couche, on monte d'un niveau qui varie entre 20 et 100 microns, on remet une autre couche, on remonte, on remet une autre couche, on remonte, on met une autre couche. Donc là, qu'on parle de fabrication de maisons imprimées en 3D, qu'on parle de dépôt de fil ou de toutes les technologies, le principe est le même. On part d'un niveau 0, on met une couche. On monte, on met une autre couche, on monte, on met une autre couche, on monte, on met une autre couche. Donc voilà, l'impression 3D, c'est l'empilement de couches. Donc c'est une technologie qui est effectivement pas récente, qui date donc à peu près de 1984. Bon, pour la petite histoire, c'est un brevet
Premier brevet qui est déposé aux États-Unis, mais en même temps en France. Et en fait, bon, en France, il n'y a pas eu de suite. Aux États-Unis, ils ont tout de suite vu le potentiel, et donc ils ont déposé le brevet de la technologie SLA qu'on détaillera plus tard, qui est la première technologie, qui est une technologie de stéréolithographie. En 88, donc la première imprimante est commercialisée sur cette technologie de SLA, donc par la société 3D Systems, qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux. Et ensuite, à partir des années 90, il y a eu une explosion des technologies. Donc là, vous allez avoir vous allez avoir du dépôt de fil, vous allez avoir du frittage, de la fusion, donc toutes ces technologies qu'on va détailler après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impression 3D, c'est vraiment un vaste sujet, c'est-à-dire que c'est au minimum 6 technologies différentes, qui ont des contraintes différentes, qui donnent des avantages différents, mais qui sont tous regroupés sous ce terme en fait de fabrication additive. 2005 crée un point de rupture parce qu'aux États-Unis, donc ils lancent un projet qu'ils ont appelé le projet RepRap. L'idée, en fait, c'est un peu l'idée de l'open source, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer une machine qui se répliquerait elle-même, donc à moindre coût et pour rendre accessible la technologie. Le projet RepRap donc, a permis d'être lancé parce qu'en fait, les premiers brevets commencent à tomber dans le domaine public. Et de plus en plus d'universitaires et de ce qu'on appelle des makers, qui sont un peu les Bill Gates des années 70, se lancent dans ces technologies pour les démocratiser. De 2008, donc on a les lancements des premières plateformes en ligne qui permettent d'imprimer en 3D et de rendre accessible la technologie, donc avec Chepwez, qui est un des grands acteurs maintenant installé à New York, mais qui vient d'Europe à la base. Thingiverse, qui est une très très grosse plateforme où on retrouve plus de 300 000 objets qui sont partagés entre les gens pour que chacun puisse imprimer chez soi. 2009, donc on a le MakerBot, le lancement de MakerBot. Donc pour la petite histoire, c'est Brepetis qui a développé une technologie donc en open source par dépôt de fil dans son garage. Donc c'est créé en 2009, c'est racheté je crois en 2012, 400 millions d'euros. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment dans un secteur explosif. Et donc c'est le lancement en 2009 de l'imprimante 3D de bureau, design et joli et fonctionnel et qui fonctionne bien. Donc le marché mondial de l'impression 3D, il est en explosion. Donc c'est vraiment une explosion en fait, si vous voulez, qui est depuis les années, fin des années 80. C'est une technologie qui était sous brevet américain, vendue très cher aux gros industriels. Et le marché, on va dire, des TPE, PME n'intéressait pas forcément ces grosses structures. Le fait qu'il y ait cette démocratisation, donc aujourd'hui on a énormément de fabricants qui sortent, et ce qui permet d'avoir une explosion parce que la technologie devient accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que ça a mis longtemps à exploser, et aujourd'hui on est vraiment sur une explosion avec du plus 20% par an. Sur le marché mondial, donc il y a le marché des consommables, le marché des imprimantes, des services associés, de toutes ces choses qui avancent à grands pas. Donc pareil, au niveau de la répartition, c'est très localisé, on va dire, sur les États-Unis. L'Europe n'est pas en reste du tout, puisqu'en fait, quand je parlais de makers tout à l'heure, il faut savoir que c'est vraiment des gens passionnés qui développent des machines, qui développent des outils, des logiciels, qui travaillent dans leur garage, mais c'est vraiment des ingénieurs permanents. Et le noyau dur des makers est européen. Donc on a quand même un très bon noyau en Europe. Il y a une plateforme là qui s'appelle 3D Hub sur Internet qui permet en fait de faire imprimer chez son voisin la pièce qu'on a envie. Les pays qui fonctionnent le plus avec 3D Hub, c'est New York, Milan et Paris. Donc on est vraiment dedans. Voilà, une transition historique, hein, effectivement, la fin des premiers brevets, les nouvelles machines sortent, des prix qui diminuent mais drastiquement. Là, j'ai un modèle de roulement à billes qui a été réalisé par une machine à 12 000 € il y a 2 ans. J'ai le même modèle par une machine réalisée, le même roulement à billes par une machine à 400 € et vous verrez que le plus joli, c'est celui de la machine à 400 €. Donc c'est une technologie qui devient accessible aux TPE, PME, qui devient même accessible aux particuliers, qui permet de créer, vraiment de tester des marchés et de lancer des nouvelles idées.
Et des évolutions permanentes. Donc c'est toujours pareil, on a des makers, on a beaucoup de startups qui lancent des nouveaux matériaux. On va imprimer en bronze, on va imprimer en cuivre, on va imprimer en flexible, on va imprimer du biologique, hein, des matériaux biocompatibles, on va imprimer des matériaux qui résistent aux bactéries. Donc on a vraiment des vastes matériaux. Et au niveau couleur, bon bah là on est pareil, on peut faire à peu près tout. Bon, je voulais compléter aussi, il y a certains secteurs industriels où l'impression 3D maintenant c'est devenu quelque chose d'incontournable. Dans le milieu médical, pour tout ce qui est fabrication de prothèses, maintenant c'est devenu le standard, l'impression 3D. Donc il y a encore des potentiels sur d'autres filières industrielles, mais il y a certaines filières industrielles qui sont très en avance sur l'utilisation de l'impression 3D. Ouais, c'est ça exactement. Donc tout ce qui est prothèses, il y a beaucoup de sociétés qui se réveillent, mais il y a énormément de sociétés qui fonctionnent déjà très bien avec ça et qui ont réussi à grossir de façon assez rapide. Pareil au niveau de la bijouterie, où on a des nouveaux acteurs qui sortent et qui réussissent très bien. Bon là après l'aéronautique, toutes ces sociétés qui connaissaient déjà la technologie, qui pour eux est un incontournable permanent. Maintenant, les usages de l'impression 3D, quels sont les intérêts d'intégrer ce type de technologie dans l'entreprise? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pourquoi le faire? Bon déjà parce que c'est intéressant, c'est innovant, c'est nouveau. Mais bon, ça suffit pas, il faut vraiment trouver un objectif de rentabilité. Donc le numéro 1, c'est vraiment l'accélération. C'est favoriser l'innovation, c'est créer en permanence. On perd pas de temps à se demander comment on crée une pièce. On passe le temps à réfléchir à l'intérêt de la pièce, au design. Voilà, on est plus sur les contraintes, on réfléchit vraiment à comment on avance. L'idée est là, je veux faire ça, je le fais. Je réfléchis pas, c'est pas long, voilà, on fait. Donc c'est des prototypes en quelques heures. Et après, on affine les conceptions jusqu'à un résultat parfait. L'idée, si vous voulez, que moi je défends le plus, c'est on a une petite imprimante à 350 € ou à 2000 €. On a une idée, on l'imprime, c'est intéressant, ça me plaît, je le fais faire. Et là, on part sur des matériaux plus nobles et plus intéressants pour faire des tests fonctionnels. Mais au moins, on est sûr et on va très vite. Réduire les coûts de développement, donc ça c'est un peu la suite, c'est-à-dire que vous identifiez les erreurs de conception. Techniquement, par exemple, vous avez une société, vous faites un objet publicitaire, vous voulez vendre un bro, vous dessinez un bro, vous allez le faire usiner pour un moule, vous vous rendez compte que finalement la poignée elle n'est pas ergonomique, il faut reprendre le moule. Donc là, soit vous avez des surcoûts de moule, soit il faut changer de moule et vous payez une fortune. Grâce à l'impression 3D, la conception est complètement différente. Vous imprimez votre bro, ça vous prend 24 heures ou une semaine suivant le matériau que vous voulez, vous testez. Tout est là au niveau design, c'est bon, au niveau ergonomie, c'est bon, il est adaptable, le gabarit est bon. On lance un moule et donc vous évitez toutes les erreurs de moule que vous pouvez avoir derrière qui peuvent vous coûter très cher. Donc pour améliorer la communication en interne, donc ça c'est typiquement la suite du processus, c'est-à-dire que peu importe dans le type de société où vous travaillez, si vous réfléchissez à un objet, que ce soit un objet de communication, que ce soit un futur objet que vous souhaitez vendre, ou une idée, des choses comme ça, vous pouvez la matérialiser, vous pouvez l'imprimer, et quand vous arrivez en réunion, il ne s'agit pas de montrer des slides et d'essayer d'imaginer, vous posez l'objet sur la table. Et là, tout de suite, pour tout le monde, c'est beaucoup plus concret. Et ça permet d'avancer très vite. Ça permet de faciliter les échanges entre les services des ingénieurs, entre le marketing, entre la finance. Voilà, chacun peut se regrouper, tout le monde comprend de quoi on parle, et il n'y a pas besoin de rentrer dans des dessins techniques complexes. L'autre point aussi, donc, c'est remporter des marchés, c'est-à-dire que vous faites une réponse à un appel d'offres où vous démarchez des nouveaux clients, vous pouvez apporter physiquement l'objet sans avoir à payer des prix plus ou moins forts de maquettistes, de façon très rapide. En quelques jours, vous avez votre modèle, vous pouvez le présenter et ça agrémente fortement votre dossier. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très apprécié
dans les concepteurs d'usines, les raffineries, des choses comme ça, où ils ont des cahiers des charges très stricts, très volumineux et pas très accueillants. Donc au niveau marketing, c'est sûr que quand on amène une station de raffinerie dessus son gros dossier, bah, ça fait toujours un plus qui est très appréciable, et une maquette, ça se jette pas. Donc on a aussi des points qui sont importants. On propose des matériaux innovants dans l'impression 3D. Donc vous pouvez avoir des gains de légèreté avec des matériaux avec des faibles densités. Là par exemple, si vous prenez les lunettes, vous les pèserez, on est vraiment sur quelque chose de très résistant et très léger. Donc c'est voilà, plus solide, plus léger. Et après on a aussi des produits moins polluants, on a des choses comme ça après en fonction de chaque souhait du produit. Il y a vraiment des matériaux qui changent des matériaux standards. Et un des points que tout le monde pense en premier et qui est forcément quelque chose d'assez impressionnant, c'est de pouvoir produire du sur-mesure et du personnalisé à moindre coût. Pour vous donner deux exemples concrets, donc par exemple une main orthopédique, enfin une prothèse de main, donc là qui fonctionne énormément sur le marché afrique-américain. Une prothèse de main comme ça, donc adaptée si vous voulez à la personne, c'est un coût de 30 euros. C'est des mains qui étaient vendues 10 000 euros. Quand on passe, donc c'est sûr que le marché africain par exemple, ils peuvent pas s'équiper. Là, il y a beaucoup de sociétés maintenant qui partent avec des machines, des petites machines, hein, même à 500 euros, et qui peuvent faire des prothèses pour des gens qui n'auraient jamais pu s'acheter des prothèses. Donc là, on est vraiment dans la révolution. On se demande pas si c'est du plastique, pas du plastique. C'est la révolution. Pareil, voilà, au niveau on avance aussi sur les plâtres, faire des plâtres où on peut se doucher avec, hein, qui sont qui sont faits en fait en plastique et qui sont vraiment adaptés à la personne. Donc pareil, au niveau de la joaillerie, on peut proposer des bijoux personnalisés et se différencier vraiment. Donc là, à titre d'exemple, par exemple, American Pearl aux États-Unis, enfin à New York, c'est une bijouterie qui est là-bas depuis 30 ou 40 ans, donc avait un chiffre d'affaires stable. Il y a 2 ou 3 ans, ils ont intégré et proposé en fait la personnalisation de bijoux. En 6 mois, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Donc on est vraiment sur à moindre coût, on teste des nouveaux marchés. Si ça prend pas, on n'a pas perdu beaucoup parce qu'on n'a pas investi beaucoup. Si ça prend, on peut vraiment se différencier et aller très loin. La réduction des coûts, donc réduction des coûts de fabrication et de développement. Donc là, on est vraiment sur la même chose, c'est-à-dire qu'on va, c'est du gain de temps, donc du gain d'argent. Les coûts de fabrication en fonction des technologies, c'est plus ou moins cher. L'impression 3D, il faut pas penser que c'est. Il y a des, on verra ça tout à l'heure, mais il y en a qui sont chers, il y en a qui sont pas chers. Donc il faut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on économise dans tous les cas sur le temps de développement et surtout on réduit les risques des coûts futurs. Pareil, donc au niveau réduction des stocks, hein, on peut proposer beaucoup de produits sans avoir de stock puisqu'on produit à la demande. Donc voilà, un champ des possibles très large. Donc ça, c'est un graphique qui date d'il y a 2-3 ans, donc qui est moins d'actualité. Hein. Les produits finis représentent plus, aujourd'hui, ça approche plus des 30%. On l'utilise donc énormément en prototypage, parce que donc toujours il y a un vrai intérêt. Et aussi en produits finis. Donc après, on va parler effectivement donc des prototypes, des pièces uniques personnalisées. Donc voilà, on revient sur les maquettes. Les petites séries, parce que l'impression 3D sert aussi beaucoup pour faire en fait des maîtres moules, c'est-à-dire que vous faites votre objet en impression 3D et après on le duplique. Et après voilà, donc outillage maître modèle. Alors la grande question, qu'est-ce qu'on peut faire en impression 3D? Tout, mais après tout est une question de budget. C'est toujours. Aujourd'hui, on va travailler quasiment tous les plastiques. On va travailler aussi les plastiques souples, hein, les short A. On va travailler avec des chargés aluminium, des chargés carbone. On va travailler avec même des plastiques chargés bronze, chargés cuivre, ce que je disais tout à l'heure. Mais on va aussi travailler des métaux. On va travailler l'acier, l'inox, l'aluminium, l'incolène, le titane. Enfin, toute une liste de métaux. On va faire donc des métaux implantables, ce qu'on disait aussi pour au niveau médical.
mais aussi les métaux précieux, en fait, sur le principe des maîtres modèles, c'est-à-dire qu'on va imprimer en cire, et grâce à ce maître modèle, on peut faire des coulées. Donc là, après, on va être sur de tout type d'or, l'argent, bronze, bon, tout ce qu'on peut couler. Et on va aussi travailler donc la céramique. On attaque tout de suite les différents procédés disponibles sur le marché. Alors, les différents procédés. Donc en fait, le principe est à peu près toujours le même, c'est-à-dire qu'on part, il faut un modèle 3D. Donc après, on part de plan, on part de dessin, on arrive à un modèle 3D qu'on charge donc dans des machines avec qui ont des contraintes en fonction de chaque technologie. Et de cette machine sort un produit fini. Et après, il y aura plus ou moins un post-traitement en fonction de chaque technologie, mais le principe est vraiment celui-là. Donc, sur le terme de fabrication rapide était important pour moi dans cette formation, c'est-à-dire que l'impression 3D ou la fabrication additive, c'est très bien et c'est très important. Maintenant, il ne faut pas se dire je passe à la fabrication additive et toutes les technologies d'avant, je les mets à la poubelle. Nous, on est convaincus que c'est pas une bonne vision. Une bonne vision, c'est de connaître toutes ces technologies, mais de les comparer aussi à de ce qu'on pouvait faire avant et ce qu'on peut faire encore, et en permanence en fonction de chaque projet. Quand on veut de la bonne matière, hein, c'est-à-dire un produit fini joli. Donc c'est comparer la fabrication additive, donc il y en a 6 procédés, la fabrication soustractive et après les principes de duplication. Alors donc les procédés additifs, on va commencer par ce que tout le monde connaît ou a vu à la télé. Donc les imprimantes 3D de bureau, qui sont donc des imprimantes 3D qui fonctionnent à dépôt de fil. Alors là sur le principe c'est extrêmement simple. Donc en fait c'est le principe du pistolet à colle. C'est-à-dire que vous avez un plateau, une buse arrive avec du filament, elle chauffe le plastique fond, elle tire des traits, le plastique refroidit et étage par étage, elle monte. C'est une technologie fiable, qui fonctionne très bien, qui est un bon système et qui a l'avantage donc d'être complètement démocratisé aujourd'hui, avec des prix qui vont à peu près de 400 à 5000 €. Bon, après, on peut, donc ça, c'est pour tout ce qui est imprimante 3D de bureau. Et après, il y a des machines professionnelles qui sont aussi beaucoup plus chères. Mais le principe reste toujours le même. La différence de prix, d'une façon très générale, ne tient pas lieu, en fait, à la définition de la pièce, mais elle est vraiment liée plus à la taille au volume de fabrication. Plus vous aurez un grand plateau de fabrication, plus la machine coûte cher. Et aussi le fait d'avoir plusieurs couleurs aussi, je crois que ça fait varier le prix aussi, c'est un indicateur de prix. C'est un indicateur aussi, ouais. C'est un indicateur et après, bon, plus on monte en prix, plus on peut rentrer un petit peu dans les paramètres de la machine et commencer à s'amuser à imprimer des matériaux flexibles ou des matériaux un peu plus complexes. Donc le deuxième procédé qui est aussi un procédé qui se démocratise complètement. Donc c'était le procédé donc de la stéréolithographie de la SLA qui avait été inventé, qui est un des premiers procédés de fabrication additive. Donc aujourd'hui, ce sont des machines qu'on peut avoir sur son bureau. Hein. Ce sont des machines qui commencent à 5000 € et qui vont jusqu'à 200 000 € pour les grosses machines professionnelles. Le même principe, hein, une machine à 5000 € est très très performante au niveau définition. Après, c'est plus une question de taille d'impression. Donc, on est sur du 25 microns, on a des surfaces très lisses. Donc, on a différents types de résine. Là, le principe, en fait, si vous voulez, c'est une résine et un laser par en dessous. Donc, pour la machine qui est en photo, et un laser qui vient en dessous polymériser la résine. C'est un peu le principe, si vous voulez, quand vous allez chez le dentiste, quand il vous met la lumière bleue sur la dent pour faire prendre. On est un peu dans le même principe. Et pour les machines qui se démocratisent aujourd'hui, quand ils ont fait celle-là, la Formlabs, donc aux États-Unis, ils sont partis d'un lecteur de CD. Voilà. Ils ont détourné le laser d'un lecteur de CD pour faire tirer dans une résine et pour solidifier. Donc là, c'est des machines typiquement où on fait de la bijouterie, ou alors on fait des pièces de grande précision. La difficulté, il y en a une quand même comparée au dépôt de fil, c'est qu'il y a un post-traitement qui est un petit peu plus embêtant.
même si ça reste des imprimantes de bureau. Alors le post-traitement en fait pour ce type de machine, c'est fourni avec, hein, c'est un grand bac à côté. Quand on sort la pièce, il faut la tremper dans un petit bain d'acide pendant 10 minutes. Ensuite, il faut la sortir, il faut la rincer et il faut la retremper dans un bain d'acide pendant 10 minutes. Et il faut enlever des petits supports en fait qui servent à accrocher la pièce au plateau parce que la pièce va monter et en fait elle est accrochée au plateau, donc il faut nettoyer un petit peu, voilà, avec un grattoir. Donc c'est un peu plus contraignant que le dépôt de fil où il suffit de prendre la pièce. Donc un autre procédé additif, donc qui est le 3DP, qui est la seule en fait machine, qui permet d'imprimer directement en couleur. Donc en fait le principe est complètement différent si vous voulez. C'est un bac de poudre et vous avez une tête d'impression qui vient sur ce bac de poudre déposer donc les couleurs et un liant. Et donc sur une couche, après le bac descend de 100 microns et refait une couche. C'est le même principe que l'imprimante que vous avez chez vous à la maison, sauf qu'on remplace la feuille par de la poudre. C'est une machine donc qui imprime en 6 millions de couleurs, qui a un gros plateau d'impression et qui permet donc de faire beaucoup de tout ce qui va être maquette, tout ce qui va être validation, forme, design. Donc faire différents objets, ou qui est utilisé aussi pour le médical, qui va nous permettre de faire des comme là on a donc par exemple une colonne vertébrale, des choses comme ça. L'avantage c'est que le matériau on peut visser, tarauder, percer, donc on peut s'entraîner et préparer des interventions. Et au niveau marketing, donc c'est un peu dans l'idée du dépôt de fil de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous voulez la matérialiser tout de suite. Avec cette imprimante, vous aurez, comme sur la photo, voilà, vous aurez votre chaussure en couleur, toute prête, ce qui permet de valider tout de suite en entreprise le produit. Ou alors même de demander, ça peut être aux commerciaux, de prévendre un produit avant sa fabrication pour tester le marché. Ou alors faire des petites séries d'objets de communication, des choses comme ça. Et je sais que là, il y a aussi une entreprise, d'animation qui ont sorti tout un dessin animé en fait où chaque personnage était imprimé avec cette machine, où ils avaient imprimé chaque trait de visage, etc. avec cette machine. Donc un autre procédé qui est donc ce qu'on appelle le multijet haute définition. Le principe, donc là, c'est un plateau, c'est une plaque où une tête se déplace, dépose des gouttes de résine et une lumière UV vient derrière pour polymériser. Donc ça, c'est un procédé qui est très apprécié, principalement dans le prototypage et en bijouterie. Donc ça permet de descendre à du 16 microns. Donc on est vraiment en très haute qualité. On peut faire des plastiques flexibles, des plastiques durs. On peut mélanger les plastiques, c'est-à-dire qu'on peut faire une pièce d'un seul coup qui aura des parties dures et des parties molles. Et en bijouterie, donc on les utilise pour imprimer en cire, donc pour faire tout ce qui va être fondable, qui pourra passer en fonderie. Voilà, un des défauts de cette machine par contre, c'est que pour des produits finis, la durabilité des matériaux est relative, puisqu'en fait ce sont des résines qui vieillissent plus ou moins bien. Le frittage de poudre SLS, donc ça c'est vraiment c'est la technologie qui est vraiment très utilisée dans l'impression 3D. L'avantage, c'est qu'on est sur une matière plastique, hein, on est en général sur du PA12, donc du type nylon. On va pouvoir aussi faire des chargés, hein, chargés aluminium, chargés carbone, avoir des matériaux étanches, etc. Ça permet vraiment de faire du produit fini de série, qui équipe beaucoup des intérieurs par exemple des humanoïdes, des choses comme ça. C'est des pièces très résistantes, qui ont le petit défaut, on va dire, d'avoir un grain au toucher. Donc c'est moins utilisé au niveau extérieur d'une pièce, mais au niveau intérieur, c'est vraiment parfait. Et ça permet surtout de créer des pièces très complexes. Voilà, par contre, ce sont des machines qui nécessitent un vrai environnement industriel et des prix qui sont aussi industriels.
Alors la fusion métal, le DMLS, donc ça on est vraiment sur de l'impression 3D, on va dire haute technologie euh, en perfectionnement. Donc c'est très utilisé, hein, c'est utilisé dans le médical pour les implants, c'est utilisé dans l'aéronautique, c'est utilisé dans beaucoup de sociétés. Ce sont des machines quand même très chères. Après, donc c'est des matériaux qui ont des caractéristiques très intéressantes. Donc on peut faire des pièces très complexes. Le coût des matériaux est quand même toujours à comparer avec en fonction de la pièce, avec des techniques d'usinage, parce qu'on est quand même sur une technologie qui revient assez cher en fonction de la demande. Et bon, bah après ça, quand on veut s'équiper de ce type de machine, il y a une vraie question sur le retour sur investissement quand même qui est assez difficile. Donc les autres procédés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des procédés qu'il faut quand même pas oublier, qu'il faut mettre en relation quand on veut des pièces, quand on veut être efficient dans ce qu'on développe. Donc bon, rapidement, bah, l'usinage CNC à haute vitesse, qui est quand même assez démocratisé. Et puis après, bon, tout ce qui va toucher à la tôlerie, découpe laser, jet d'eau, extrusion, plastique et métaux. Techniquement, il y a des pièces, qui serviraient à rien de faire en fusion métal si elles sont simples et qu'on peut les faire en usinage classique à pas cher. Pour les procédés de duplication et petites séries, donc ça aussi c'est très important. Quand on veut faire non pas un objet, mais qu'on veut en faire plusieurs et qu'on veut avoir une certaine qualité, il faut aussi toujours calculer en duplication, donc un peu de duplication polyuréthane, est-ce que c'est intéressant ou pas, l'injection rapide, puis après pareil au niveau de duplication métal et l'injection métal rapide. Quand on fait une pièce, typiquement en frittage, la personne de maintenance qui a réparé sa machine industrielle avec le frittage, il commande une pièce, c'est certain, c'est la fabrication additive qui a l'avantage. Il en commande deux, c'est toujours la fabrication additive. 3, 4, allez, on commence à se poser des questions. Là, il faut calculer la duplication, combien ça coûte. Voilà, si vous voulez, le principe, c'est ça. Vous voulez 15 pièces, on est sur la duplication. Vous en voulez 50, 60, on commence à réfléchir à l'injection rapide. Voilà, en fait, l'idée, le principe est là. C'est que c'est toujours... Nous, quand on reçoit une pièce ou une demande, on regarde la pièce. Déjà, il y a des pièces techniquement qui sont juste impossibles à réaliser par un procédé autre que la fabrication additive. Donc là, qu'on en demande 1000 ou 2, ce sera forcément du frittage, de la fusion, des choses comme ça. Après, si c'était des pièces qui peuvent être usinées ou dupliquées, bon, dans ces cas-là, en fonction des quantités et en fonction des caractéristiques demandées, on comparera toujours avec les anciennes technologies et surtout comment réduire les coûts et avoir la meilleure qualité de surface et la meilleure qualité des matériaux. Voilà, on va passer sur les questions clés à se poser avant de se lancer et ensuite je prendrai les questions éventuellement. Donc la première question, c'était vous donner une information sur la structure de l'offre. Alors avant de parler d'offre, vous allez voir qu'il y a les constructeurs, les offreurs de services. Je ne parle pas des matériaux, mais d'abord il y a la partie constructeur. Donc sur la partie constructeur, c'est relativement, on va dire, simple. Vous avez deux leaders, donc c'est des mastodontes. Ils sont très majoritaires sur le marché. 3D Systems, historiquement, c'est l'acteur historique. Stratasys, qui est le numéro 2, c'est celui qui a racheté MakerBot d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est elles qui ont pignon sur rue. C'est deux boîtes américaines et elles sont vraiment très en avance et elles ont des parts de marché très importantes. Elles ont des parts de marché donc autant sur la partie industrielle que sur le particulier, puisque je disais tout à l'heure, MakerBot, Stratasys, c'est la même boîte maintenant. Il y a des challengers industriels, le français Prodways, le suédois Arcam, et aussi Imagine. Donc ça, ce sont des acteurs donc qui sont un peu les challengers des deux premiers, qui sont vraiment spécialisés sur l'aspect industriel. Et on a parlé tout à l'heure de MakerBot, la fameuse imprimante 3D de bureau, où son PDG a l'ambition de faire en sorte que dans quelques années, tout le monde, chacun d'entre vous, aura une imprimante 3D sur son bureau comme il a une imprimante classique. Donc ça, ce sont les constructeurs.
vous voyez qu'il y a, c'est quand même tiré par un nombre d'entreprises qui est relativement limité. Alors aujourd'hui, les constructeurs, ils ne vendent pas en direct, ils ont des distributeurs. Alors je crois qu'il y a quelques distributeurs locaux sur le territoire, donc qui vendent des machines. Après, est-ce que je vais faire la transition et tu rebondiras si je dis des bêtises. Tu me contrediras si je dis des bêtises, tu rebondiras si je dis pas cette chose. Acheter une imprimante 3D, ce n'est pas nécessairement comme acheter une imprimante classique. Il y a beaucoup de travail qui est derrière sur déjà l'installation, la formation et d'autres aspects. Donc c'est vrai que quand on va voir un distributeur, il y a aussi toute cette approche de comment je vais pouvoir faire en sorte que ça puisse être opérationnel. Et plus on va sur des technologies complexes, plus cet accompagnement-là, il est important sur la partie purement technique installation. Ensuite, vous avez, au-delà des constructeurs, vous avez les fournisseurs de services. Donc vous avez des fournisseurs de services qui disent, écoutez, vous nous envoyez nos fichiers, on vous l'imprime et on vous l'envoie. Ça vous permet d'éviter d'avoir à investir sur une machine et de tester éventuellement l'intérêt de l'impression 3D. Donc là, vous avez des acteurs qui sont soit orientés pour les industriels, Materialize, ARC, Shapeways, ou un acteur qui est français, qui s'appelle Sculpteo, qui lui fait de l'impression 3D pour des particuliers. Ensuite, vous avez les acteurs qui font de l'atelier de fabrication de proximité. On a la chance, donc on a les Fab Labs, que vous avez certainement entendu parler, notamment un Fab Lab qui est très intéressant sur Marseille-Provence, qui est le Fab Lab de Centrale, qui a quelques machines, qui est assez reconnu en local et au niveau national. Et vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans les ateliers de fabrication de proximité. Je ferai une petite dédicace à Polyshape notamment, qui est une entreprise qui a un parc matériel d'imprimantes très importante, notamment des imprimantes fusion métal, qui est sur le territoire. C'est un des acteurs qui a le plus grand parc d'imprimantes 3D à des usages industriels en France. Et elle se trouve chez nous, donc c'est bien. Et ensuite, vous avez les sociétés de conseil et d'accompagnement comme Immolize. Et là, du coup, je vais laisser la parole quand même à mon intervenant pour vraiment savoir comment il se positionne sur ce marché. Alors voilà, je reviens juste sur les constructeurs. Donc c'est effectivement 3D Systems et Stratasys. Ce qui est important de savoir, en fait, c'est s'il y a deux gros, c'est principalement parce que dès que quelqu'un sort et que l'idée est bonne, ils sont achetés. C'est des rachats permanents de toute société qui innove, et c'est pour ça que ces deux gros gardent une position vraiment majoritaire. Donc sur la structure de l'offre, effectivement, donc vous avez Thomas, vous avez fait le tour. Nous, donc, on s'est spécialisé plus en fait sur une idée qui était d'accompagner les TPE et les PME à innover, de favoriser l'innovation le plus possible et le développement produit. On est rattaché à aucun fabricant, constructeur ou etc. Et surtout, notre vision est de toujours comparer les technologies. En fait, on voulait pas prendre des machines en propre et proposer l'impression que sur nos machines. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en fonction de chaque demande, d'orienter sur la bonne technologie. Donc, on s'est équipé de machines, on s'est équipé dans la machine couleur, là, qui est la première dans les Bouches-du-Rhône, des dépôts de fil, etc. Mais l'équipement de ces machines, en fait, c'est surtout à vocation dès qu'on a une demande, en 24 heures, vous avez votre produit. Vous le validez. Dès qu'il est validé, on vous accompagne, on vous conseille pour pas vous tromper sur quel type d'impression faire derrière. Est-ce qu'il faut faire de la duplication? Est-ce qu'on fait de l'usinage? Comment on fait pour avoir la qualité du produit que vous souhaitez et ne pas investir dans des mauvaises technologies. Et on a aussi une structure qui distribue donc des imprimantes 3D de bureau, des petites imprimantes 3D, toujours dans le même principe. C'est que pour nous, pour favoriser l'innovation, l'idéal c'est d'avoir une petite imprimante à 500 €. J'imprime mon produit, je teste, ça marche pas, je modifie, je réimprime dans la journée. Ça y est, je l'ai. Bon, hop, allez, je téléphone.
Je le veux en métal, je le veux en n'importe quel matériau. Dès que je sais telle quantité, etc. Et après nous, on vous aide et on vous accompagne dans ce genre dans tout le développement produit de façon à ce que ce soit simple et rapide. Est-ce qu'il y a des questions sur la structure de l'offre? Je n'ai pas parlé des offrandes de matériaux, c'est quelque chose de particulier. Est-ce que vous avez des questions sur l'offre, autant des constructeurs que sur des fournisseurs de services? Et je précise un point, comme tu le disais, c'est important, le point de se spécialiser sur l'accompagnement. Là, je vous donne la vision de la chambre de commerce. C'est un point important parce que c'est vrai que, vous voyez, le panel des technologies possibles, l'ordre de grandeur de coût sur chacune des technologies possibles qui dépend de la taille, qui dépend du nombre de couleurs que vous voulez, dépend des caractéristiques que vous voulez, etc., etc. En sachant qu'en fonction de la complexité, vous allez avoir un travail d'installation qui est plus ou moins important. Donc c'est vrai que quand on voit les investissements que ça peut demander, notamment quand on a une TPE-PME, c'est important d'avoir ce travail d'accompagnement qui permet de pas se planter. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Ce qui est très important de savoir, c'est que c'est un marché vif et virulent. Et quand donc il y a des très bons commerciaux, il y a des commerciaux qui le sont moins et qui vous diront pas toute la réalité. Aujourd'hui, acheter une machine à 100 ou 150 000 euros qui ne fonctionne pas, ça arrive. C'est pas, ça arrive. Moi, j'ai très souvent contact avec des gens qui ont des technologies différentes des nôtres, de façon à ce qu'on ait une offre complète. Il y a des sociétés très sérieuses, il y en a qui le sont moins. Faut vraiment pas se tromper. Et surtout, c'est un point qui est important, c'est qu'il faut pas se dire, même sur des machines qui ont l'air simples, hormis le dépôt de fil, hein, les machines, très honnêtement, et c'est là, bon, les machines à 1000 euros sont quand même très fiables. Mais sinon, sur les grosses machines, il faut pas penser que je mets le fichier, j'imprime, il est fini, merci. Il y a des machines qui fonctionnent comme ça, il y en a qui fonctionnent pas comme ça. Et c'est là où il y a vraiment des critères à prendre en compte, et c'est pour ça que nous on s'est spécialisé un petit peu là-dedans. C'est justement pour éviter des erreurs d'investissement qui peuvent être lourdes, surtout quand on veut s'équiper. Et bon, après, à titre, si je vous fais un petit comparatif, donc on fait de la prestat de service, par exemple, pour vous voulez imprimer une coque d'iPhone, en fonction de la technologie, on va partir de 25 centimes la coque à 400 euros. Donc, faut pas se tromper de technologie, en fait. Voilà. Non, mais elle est en titane. Hey, non, c'est pour ça. Coque en titane. Non, coque en titane. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut les prix varient fortement. Le dépôt de fil est un exemple très surprenant et flagrant. Dans l'aéronautique, par exemple, ils aimeraient utiliser le dépôt de fil. Le problème, c'est ils veulent pas, c'est trop cher, donc ils utilisent du freightage. Le dépôt de fil, quand vous passez par un prestataire, c'est cher. Le dépôt de fil, quand vous avez une machine chez vous, ça ne coûte rien. Voilà. Donc c'est cher chez les prestataires parce qu'ils ont acheté des grosses machines il y a plus ou moins longtemps qui coûtaient plus ou moins cher parce que bon après il y a plus ou moins de post-traitement. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand vous faites du dépôt de fil et que chez un prestataire, il a une grosse machine et s'il vous imprime une coque de téléphone, c'est une buse qui imprime une coque. S'il met 2 coques, c'est 2 fois plus de temps. Donc on n'a pas, si vous voulez, cette notion de quantité, réduction des coûts. Donc c'est pour ça qu'il y a chaque objet aura vraiment la technologie en fait qui s'y associe. Donc c'est pour ça que on a des prix. Voilà, une coque de téléphone chez vous avec une machine à 1000 euros, ça vous coûte 25 centimes en matériaux. Vous le faites par un prestataire, faut compter 40 euros. Par contre, au niveau logiciel, il y a Autodesk qui ont sorti une suite de logiciels qui s'appelle 1, 2, 3D, qui est gratuit, qui est pour tout le monde, avec des logiciels pour ceux qui ne connaissent absolument rien, des logiciels plus évolués. Moi, à titre d'exemple, la semaine dernière, j'ai été voir une personne dans les Bouches-du-Rhône qui fait des drones, qui fait des prises de vue de drones. Et qui avait une idée en fait innovante avec son drone et qui savait pas comment l'appliquer. Je lui ai montré un logiciel pendant 20 minutes, ouais, un quart d'heure, 20 minutes.
Le lendemain matin, je recevais une pièce à faire qui était complexe, qui était vraiment complexe. Donc il a très vite appris avec un petit logiciel que quand on le regarde, on dirait un logiciel d'enfant, mais qui fonctionne très très bien, qui s'appelle Tinkercad. Et depuis, il n'arrête pas de m'envoyer des pièces. Et donc là, on les fait en dépôt de fil parce que comme ça coûte pas cher, ça lui permet de tester. Et là, on va partir sur de l'alu, etc. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que cette personne, c'est une TPE. Il fait de la prise de vue de drone, il a une idée, et maintenant il est devenu fabricant et innovant. C'est vraiment une position stratégique, et ça montre où va le marché et comment vont les choses. Comment on scanne et où on peut trouver des scanners 3D? Alors les scanners 3D, donc on va être très transparent et très honnête. Il faut compter 500 € pour un scanner moyen qui scannera plus, on va dire, des personnes, des objets assez gros, mais il faut s'attendre à une définition pas très très élevée. Après, il se passe quasiment rien jusqu'à 3000 €. À 3000 €, il y en a un qui, lui, scanne très bien des petits objets. Et après, il faut compter au moins 10-15 000 €. Alors, les questions à se poser quand on veut intégrer ces procédés dans mon entreprise, quelles sont, de ton point de vue, les grandes questions à se poser? Alors, déjà, c'est numéro 1, ne pas sauter sur l'achat. L'achat peut être une très bonne solution. Mais il est toujours bien se renseigner. Suivant les technologies, il y a des soucis de fiabilité plus ou moins élevés. Il y a des problèmes de post-traitement aussi. Il y a des technologies qui nécessitent des post-traitements longs et coûteux. Tout à l'heure, on parlait du multijet, par exemple. Hein. Quand on achète une imprimante multijet, il faut aussi penser qu'il faut une étuve, qu'il faut un bac à ultrasons. Voilà, c'est pour enlever les supports. C'est des choses qu'il faut absolument savoir parce que sinon, on l'achète et on se retrouve à devoir rajouter encore des dizaines de milliers d'euros qui n'étaient pas prévus. La question de la maintenance, pareil. C'est en fonction des technologies. Il y a des technologies très fiables, il y en a qui le sont moins. Après, le souci, c'est que quand le fabricant il est américain et que la machine elle est en France, ça peut être long. La question donc des supports, le coût réel des pièces à la sortie, hein, en fonction de chaque technologie, le coût change, le coût matière, on va dire. Et l'environnement. Est-ce qu'un environnement de bureau est bon? Est-ce qu'il faut un environnement industriel? Est-ce qu'il y a besoin d'évacuateurs? Est-ce qu'il y a besoin de toutes ces choses-là, d'isolation? Voilà. Donc ça, en fonction des technologies, c'est des questions à se poser en permanence. Bon, tout ça, bien évidemment, ne concerne pas du tout les machines, on va dire en dessous, les imprimantes 3D que j'appelle de bureau, hein, en dessous de 5000 €. Pour les services d'impression 3D en ligne, c'est une solution, ça peut être une bonne solution économique. Par contre, il vaut mieux faire quand même assez attention à pas se tromper parce que donc il y a pas de conseil. Donc il faut choisir la bonne technologie. Souvent ils changent les noms, c'est assez compliqué. Donc voilà, il faut voir ça et surtout la question de l'optimisation du fichier CAO. Ce qui est important de savoir, c'est que typiquement là j'ai emmené une sculpture qui fait 38 cm de haut. Cette structure, si on emmène le fichier tel que, c'est un objet qui peut coûter 2000 €. En quantité de matière. Maintenant, si je l'avais envoyé directement sur un service d'impression en ligne, le tarif aurait été 2000 €. Maintenant, si on a été conseillé ou si on a compris le principe en fait de la fabrication additive et qu'on a évidé l'objet ou qu'on a modifié légèrement, l'objet il descend à 400 €, 300-400 €. Voilà. Quand même, oui, bien sûr. Parce qu'on est sur cette technologie. Maintenant, vous faites la même chose en dépôt de fil avec une imprimante que vous avez chez vous. Il va vous coûter 50 centimes. Non, pas 50 centimes, il va vous coûter 15 €, même pas, 10 €. Non, ça c'est une matière haute composite.
C'est une sorte de plâtre composite. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est une matière. Ouais, ouais, ouais. C'est différent. Mais voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'en fonction, le modèle CAO, il faut, enfin, c'est là où aussi nous on intervient et d'autres sociétés, plus des sociétés spécialisées en prototypage rapide, vous conseilleront sur le modèle CAO en vous disant bon, si on modifie un tout petit peu cet endroit, on gagne 25% de prix, là voilà, etc. Donc ça, c'est des points importants. Donc ce qui m'emmène à la troisième phase, qui est les sociétés donc spécialisées en prototypage rapide ou fabrication rapide. Donc là, j'ai différencié les deux, donc parce qu'on a des sociétés spécialisées en prototypage rapide qui vont vous proposer principalement de la fabrication additive, de la duplication et peut-être un petit peu de fonderie. Les sociétés spécialisées en fabrication rapide, dont nous sommes partis, on compare aussi avec les technologies qu'on a vues tout à l'heure, d'usinage, de tôlerie, etc. Donc, c'est des sociétés qui vous accompagnent et qui vous conseillent dans l'optimisation du fichier CAO et dans le choix des technologies, de façon à être vraiment optimum.